Alors, est-ce que vous voyez mon diaporama? On va parler d'un impact d'astéroïdes en France et surtout de son impact 200 millions d'années après. Euh, donc, je vais commencer par la fin, pour le cas où je serai trop long. Euh, on va retenir que Rochechouart est un remarquable laboratoire naturel pour l'étude des cratères d'impact. Et que effectivement, comme on a vu, c'était très intéressant ou c'est très intéressant de s'intéresser aux cratères d'impact. Mais l'administration euh, française, on va dire, ne s'est pas, celle de la recherche en tout cas, ne s'est pas vraiment intéressée à cet objet. Elle a financé des travaux pendant les 7-8 premières années de la reconnaissance de l'impact, mais depuis ce temps-là, euh, la forte augmentation que l'on voit récemment, hein, du nombre des publications sur Rochechouart vient de la volonté individuelle, on va dire, et des territoires, mais pas de l'État, et vient surtout de la recherche étrangère. Donc, par ailleurs, plus la connaissance avance sur Rochechouart, et moins on comprend de choses. Je m'explique. La géologie et la géophysique indiquent un cratère de 30 km. Notre ami David a montré qu'effectivement, on a des difficultés à estimer la taille d'un cratère lorsqu'il est érodé jusqu'à son fond. Euh, Voilà. Donc, d'après la géophysique et la géologie, on pourrait penser qu'il a environ 20-30 km de diamètre. Mais la géométrie de son plancher ne colle pas. S'il avait cette diamètre-là, il faudrait qu'il ait un gros pointement central. Or, on a plutôt au centre, a priori, une dépression. Donc ça, c'est compatible avec un cratère beaucoup plus grand. Euh, donc, qu'est-ce qui a raison? On a des évidences sédimentologiques. Maintenant, c'est le résultat des forages qu'on vient de faire pour quelque chose qui ressemble, qui a la même caractéristique sédimentologique qu'un cratère marin, comme Chicxulub, par exemple. Mais ça ne colle pas bien avec ce qu'on croit savoir de la paléogéographie de l'époque, hein. Et puis, alors, est-ce que c'est la paléogéographie qu'il faut revoir? Mais est-ce qu'on est sûr que, de l'âge? Euh, et par ailleurs, dans ces formations qui sont censées être produites par une tsunamite qui fait 100 mètres d'épaisseur, on a des sphérules qui se forment donc en aérien, euh, c'est la condensation de la vapeur à l'impact même, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile. Et si on le met dans l'eau, ça va décrépiter. Donc on ne sait pas à quel sein se vouer. Enfin, la position du centre du cratère, quand on regarde la barométrie en utilisant les effets de choc dans les quartz, comme on a vu tout à l'heure, les lamelles de déformation, enfin on n'appelle pas ça des lamelles de déformation, on appelle ça des PDF, c'est autre chose que les lamelles de déformation, c'est les changements de phase hein, qui sont responsables de ces figures. Calibré, ça nous donne quelque chose qui n'est pas normal, on devrait être beaucoup plus choqué au centre. Et donc, certains pensent que parce que on n'a pas le centre, en fait, dans ce que l'on pense trouver avoir le centre. Sauf que la gravimétrie, elle nous montre quelque chose qui est centrosymétrique. Euh, donc, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure que les impacts, c'est drôlement intéressant. C'est effectivement un phénomène géologique majeur dans le système solaire. Il y a aussi une incidence biologique potentielle importante parce qu'en fait, ça change les environnements et ça peut transformer une surface planétaire qui n'est pas du tout habitable en quelque chose qui, momentanément, pourrait l'être parce que ça rapporte de l'eau. Enfin, je veux dire, ça libère l'eau liée, par exemple. Ça peut créer des proto-atmosphères. Et puis les météorites qui transportent les briques de la vie peuvent éventuellement ensemencer ces lacs. Dans tous les cas, la portée et la dimension de ce phénomène, elles sont universelles, hein, et ils sont très 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 nombreux dans l'univers, hein. La Lune, il y en a des millions. Mais ils sont très rares sur Terre. Ils sont mal préservés en fait. Et le seul représentant en France, il se distingue par un contenu remarquablement riche. On verra même que c'est le plus riche. Euh, c'est pas le mieux préservé, loin de là. Mais d'un point de vue du contenu géologique, c'est formidable. Et puis c'est surtout que et c'est remarquablement accessible. Potentiellement, c'est une opportunité effectivement pour
pour la science, mais c'est aussi une opportunité pour la France. Avec cependant deux bémols, il n'y a rien de visible pour le profane, hein. C'est une jolie région, mais il n'y a pas de cratère, il y a pas de météorite. Quoique, si on regarde bien, la météorite, elle est partout. Le territoire se l'est approprié, effectivement, et c'est pas tout à fait faux parce que dans les roches qui constituent les monuments et les bâtiments, on embarque effectivement une certaine proportion d'un projectile. Et donc, ce qui est sûr quand on a un impact, une structure, un cratère, on va dire, on est sûr que c'est un astéroïde ou une météorite, quand on a ce type d'anomalie de contamination par le projectile. Voilà. Le deuxième bémol, c'est que, effectivement, comme il n'y a rien qui est visible, tout passe par la science et plus particulièrement par la géologie. Et le géologue, il n'est pas très, très sexy. Par contre, la discipline, elle, qui fait que le géologue se situe à la frontière avec l'astronomie, c'est une opportunité peut-être pour rendre la géologie sexy et faire rêver que de s'intéresser davantage aux impacts. Comme je disais tout à l'heure, les impacts, d'accord, mais Rochechouart, c'est connu comme un impact depuis 69. Pendant une petite dizaine d'années, la recherche française, l'administration va financer des travaux. Ça va être au Muséum d'histoire naturelle avec les travaux de François Crote qu'on voit en vert. Et puis ensuite, les miens au BRGM jusqu'en 77, la base de ma thèse d'État. Puis ensuite, on voit encore, je continue à travailler dessus, mais c'est sans financement. Et je suis d'ailleurs plus en France, je suis aux États-Unis. Et puis on voit ensuite que ça s'éteint. Les courbes, la différence entre ces courbes donc bleu-orange et les courbes grises, c'est donc la différence. Les courbes grises, c'est la recherche internationale. Et cette recherche internationale est essentiellement par les Allemands dans cette période-là. Et donc, ce que l'on voit, c'est que ça s'éteint. Ça a failli s'éteindre. Et je pense que si, en 2007, je n'avais pas proposé aux territoires, aux collectivités locales, euh, de trouver une solution pour établir une structure qui permettrait de transformer Rochechouart en laboratoire naturel et d'inviter les scientifiques à y venir, eh bien, on serait peut-être toujours dans cette courbe à plat. Donc, le territoire dit, bah oui, d'accord, mais il n'a pas de sous. Mais comme ils sont d'accord, on va en parler dans la communauté scientifique. Et ce qui va permettre de lancer l'affaire, ça va être la donc, création de la réserve naturelle nationale de l'astroblème de Rochechouart-Chassenon en 2008. Et à partir de là, je vais proposer de mettre des moyens pour forer les sites en réserve, pour faire leur inventaire et de mettre ces forages à disposition de la communauté scientifique. C'est ce qui préfigure effectivement le CIRIR. C'est accepté. En 2014, on en parle à la Meteorological Society. Ça fait augmenter. Donc, ça, c'est on va transformer Rochechouart en laboratoire. Ça, c'est on va faire des forages. Ça, c'est on fait les forages. Et enfin, le grand pic à droite, c'est on fait et on organise un congrès international, c'est plutôt une workshop à Rochechouart pour parler des résultats. Donc, si on regarde la biblio sur Rochechouart et son évolution depuis la Renaissance, on va dire, hein, on a un certain nombre de disciplines, on ne va pas pouvoir les voir toutes, hein. On va regarder un tout petit peu l'âge et on va regarder un petit peu la géologie. L'âge, c'est la distribution dans le temps des estimations de l'âge ou des mesures d'âge avec les deux courbes blanches, c'est la courbe enveloppe des datations avec leur incertitude. Et on voit qu'effectivement, euh, plus on avance vers l'époque actuelle, et à partir de 2010, on a un consensus sur les différentes datas qui sont produites dans une zone qui se situe juste au-dessus, enfin juste avant l'extinction de masse Trias-Jurassique, autour de 205, plus ou moins 2-3 millions d'années. Si on regarde dans le détail, ce n'est pas aussi simple que ça. On a bien effectivement tout un tas de dates avec toutes les techniques, on va dire, de datation moderne, et notamment sur les zircons récemment, qui donnent 205, plus ou moins 2,3. Mais on a aussi des mesures qui nous sortent quelque chose à 195, plus ou moins 2,3. Et ça, à cet âge-là,
ben, ça fait partie des choses qui sont mystérieuses parce que, à notre connaissance, il n'y a rien. Enfin, si, il y a la Campe, il y a l'ouverture de l'Atlantique, mais on n'a pas ces âges-là dans les zircons autour. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Voilà, c'est un des mystères. Donc la zone qui nous intéresse, elle se situe en bordure ouest du Massif central, dans un socle granitique et gneissique, les granites en rose, les gneiss en jaune et en vert, et la formation bréchique, qui est le remplissage du cratère, elle est entaillée par les rivières et nous donne accès au plancher du cratère. On va aussi, à travers les forages qui sont représentés par les points rouges, aller regarder au travers, hein. Donc, la formation violette, c'est des brèches polygéniques, et les formations violettes foncées, c'est les brèches à matrice ciment liquide, vitreux, enfin les brèches de fusion. Donc, si on regarde dans les forages, mais si on regarde aussi dans les affleurements, on voit toute une variété de faciès du socle, localement diversifiées. Cependant, on est toujours près de la famille des granites. Et il n'y a pas de sédimentaire. Vous voyez, le cratère, il est potentiellement tangent au sédimentaire selon qu'on estime l'au plus petit ou au plus gros. En tout cas, on passe au travers, à l'occasion de l'érosion et des drainages, à travers le fond du cratère. Là, ici, et c'est exceptionnel, on peut mettre la main sur le fond de la cavité qui s'est retrouvé ajusté, bien sûr, mais ça, c'est le socle, la cible, ça, c'est les brèches d'impact. Et au niveau de cette interface, dans le socle, juste immédiatement en dessous, on retrouve les shattercones dont a parlé, les cônes de percussion dont a parlé notre ami David tout à l'heure. Quelques illustrations ici dans la partie centrale de ce dépôt avec une brèche de fusion qui est très vésiculaire. Il y a effectivement des reliques de fragments. Ils sont tous fondus en fait, y compris ici un gneiss que l'on voit, dont on reconnaît la trace avec, mais sauf il a bullé, il est complètement fondu, mais il n'est pas mélangé. Ici, quelque chose qui est plus homogène, mais qui dans le détail ne l'est pas, avec des figures d'étirement c'est aussi une bêche de fusion, qui se situe à Montoum, ici au sud de la structure. On est toujours avec le haut des forages à gauche et le bas à droite. C'est-à-dire qu'ici, ces écoulements que l'on voit, ils sont dans le plan de l'horizontale actuel et probablement dans le plan de l'horizontale immédiatement après le cratère, après la formation du cratère. Ici, c'est la même chose, mais l'écoulement est laminaire et c'est toujours dans le plan de l'horizontale actuel. Mais il y a aussi des écoulements qui se font verticalement. Donc, on peut imaginer qu'on a peut-être des espèces de convection dans ce dépôt liquide immédiatement après l'impact. Ici, on est dans un forage qui se situe près du centre. Ici, on est à 8,50 m. Ici, on est à 14 mètres. Dans la partie haute, on est dans de la brèche rouge de fusion. Dans la partie du milieu, on est dans de la brèche jaune de fusion. Et ici, dans le détail, on voit bien effectivement du rouge et du jaune. Et ensuite, on repasse dans de la brèche de fusion rouge. Ce qui fait la différence, voilà la brèche de fusion au milieu, on ne voit plus qu'un claste, c'est complètement digéré. Ce qui va faire la différence, la géochimie va nous dire, ben, ce sont les précurseurs. Ça vient des granites, ça vient des gneiss. Alors, si on regarde la gravimétrie, la géophysique, ici c'est la carte géologique avec la frontière du Mésozoïque. Là, c'est la couverture sédimentaire qui commence. La zone que l'on vient de voir se situe à 15-20 km, pas plus loin. Euh, on a vu qu'on n'avait que du socle dans les débris. Euh, et ça, c'est la carte à la même échelle. On a effectivement une anomalie gravimétrique sur un objet qui a quand même 205 millions d'années, de moins 10 milligales au centre. Et au centre, ça correspond effectivement au centre de la zone de dépôt des brèches bleues dont on a parlé tout à l'heure. Voilà.
Cette anomalie, elle fait 25-30 km de diamètre, ce qui laisse à penser que le cratère pouvait faire ça. Et aussi, si on calcule, on peut penser que, on a un déficit de masse qui s'installe jusqu'à au moins 10 km de profondeur en dessous de cette zone-là. Ça nous donne quoi? La taille et la forme des cratères sont liées. On sait qu'on a deux grands types de cratères en fonction de la taille, évidemment de la rhéologie de la cible aussi, et puis aussi de la gravité, du champ de gravité. Les petits qui sont toujours des cratères simples, qui se figent en tant qu'un creux, en quelque sorte, et puis les plus grands, pour lesquels le centre remonte, et puis quand il remonte trop, beaucoup, pour les plus grands, c'est bon, à nouveau, ça fait une dépression centrale. Donc nous, si on est dans la gamme 20-30 km de diamètre, pour la rhéologie sur Terre, on va savoir qu'on est forcément dans un cratère qui a un pic central. Est-ce que c'est le cas? Ben, la géologie de Rochechouart est exceptionnelle puisque tout ce que vous voyez en pointillé blanc, c'est la limite du fond du cratère. On a aussi les forages. Donc on a une cartographie extrêmement précise et une vision en 3D du plancher du cratère. Et ce que l'on voit, c'est que c'est effectivement complètement plat. Il n'y a que 75 mètres d'écart entre les points les plus hauts et les points les plus bas du fond du cratère sur toute la zone des brèches. Il n'y a pas 1 kilomètre, c'est ce qu'on devrait avoir pour un cratère de la taille, le pic central. On devrait avoir à peu près 1 kilomètre d'écart entre le contact au centre et le contact sur la périphérie. Nous, on a 75 mètres. Ça veut dire que le fond est plat, et puis ça veut dire qu'on a une topographie inversée. On a le fond d'une dépression, et ça laisserait plutôt penser à un cratère beaucoup plus grand. Mais par contre, ça ne colle pas avec l'épaisseur de débris qu'on trouve, ça ne colle pas non plus avec la barométrie. C'est-à-dire qu'on s'attendrait, si c'était le cas, à avoir des niveaux de choc dans le socle sous la brèche du milieu, qui est la brèche fondue, hein, là où il y a le plus grand déficit de masse. On n'a pas beaucoup d'endommagements. On devrait s'attendre à avoir des endommagements beaucoup plus importants au niveau des baromètres, hein, c'est-à-dire des défauts dans le quartz, par exemple, ou de la fusion dans les roches et les minéraux en place sous la cible. Donc, une question. Sédimentologie. La grande surprise dans le forage qui fait 120 mètres au niveau de Chassenon, ici, c'est qu'il traverse effectivement 110 mètres de brèche, dont les premiers 40 mètres sont riches en éléments fondus. Des éléments fondus, vous en voyez ici. Mais ce que l'on constate, c'est une grande variation de texture. Localement, c'est très peu de matrices et des grains de taille moyenne. Localement, c'est des grains, enfin, on va dire des clastes de grosseur beaucoup plus importantes. Localement, c'est des clastes beaucoup plus petits. Et localement, même, je ne sais plus, là, par exemple, ici, dans cette zone-là, il n'y a pas de claste du tout. Donc, on a un bazar organisé. Ici, on est à 25 mètres, on a une roche qui est très grossière, puis très très fine, puis très grossière à nouveau, avec à l'interface euh, une zone extrêmement extrêmement fine avec de la foliation, entre guillemets. En fait, c'est une zone avec un écoulement laminaire. Nos amis les spécialistes des impacts marins qui travaillent sur les impacts suédois ou sur Chicxulub ont mesuré le nombre, la taille, la forme des différents clastes qu'ils rencontraient dans ce forage. Ils ont comparé ça aux mêmes mesures qu'ils ont faites à Chicxulub, par exemple, et ils trouvent le même motif. Résultat des courses, ils déduisent que Rochechouart s'est produit en mer et que la vague énorme qui est retombée dans le cratère a, comme une tsunamite, fichu le bazar sur 100 mètres d'épaisseur. Donc, une tsunamite qui fait un bazar et qui mobilise 100 mètres d'épaisseur de débris, il faut vraiment beaucoup d'eau et ce n'est pas tout à fait ce que l'on imagine pour la paléogéographie de la fin du Trias. Certes, on a début de la mer du Récien qui s'installe, mais c'est une mer qui doit faire 10 mètres de profondeur. Euh, Là, il nous faut des centaines de mètres d'eau. Donc, ça nous pose une petite difficulté. Et puis, comme je disais tout à l'heure,
on a ces cellules que l'on trouve notamment dans ces produits extraordinairement fins et avec des figures d'écoulement. Et ça ne peut pas résister à l'eau. C'est très très chaud. Et ça ne peut pas résister non plus à une vague d'un kilomètre de haut. Donc toutes ces incohérences, ce sont autant de raisons supplémentaires pour s'intéresser davantage à notre cratère, euh, notre administration de la recherche comprise, hein. Mais il pourrait y avoir un intérêt économique. Alors l'intérêt économique, on ne va pas le détailler, hein, sauf qu'on a des schistes graphiteux dans notre socle et que des diamants d'impact sont plausibles dans notre structure d'impact. Un autre aspect qui est minier aussi, c'est pas dans les ressources que contient Rochechouart, mais c'est dans son caractère d'analogue et de formation pour les géologues et les rovers et les robots, etc., qui vont aller exploiter les ressources minières sur la Lune ou sur les astéroïdes, qui sont essentiellement made in impact. Donc on a comparé la valeur des différents cratères terrestres pour former, tester, apprendre les astronautes et les robots. Et ben, Rochechouart et le risque viennent largement en tête. Il y a aussi le côté de logistique. C'est beaucoup plus facile d'aller à risque, d'aller au nord du cercle polaire dans certains sites qui sont déjà utilisés par les astronautes, mais qui ne sont pas faciles à atteindre. Et puis l'autre aspect, je finirai avec ça, c'est l'aspect géotourisme, l'aspect géoculture, l'aspect géoéducation, hein. On installe à Rochechouart, Pressignac-Chassenon, sur la cible, une activité destinée au public et aux écoles dans lesquelles on fait venir les scientifiques, y compris les gens de Fripon, par exemple, mais évidemment des gens comme David, pour rencontrer le public et parler des impacts, de la science des impacts, qui est absolument remarquable, mais aussi de la géologie et enfin du risque, puisque Astéroïde Day, c'est effectivement pour sensibiliser l'humanité à ce risque et aider à ce que l'humanité et les administrations gouvernementales se dotent de moyens et donc fassent de la recherche d'une part, mais aussi des développements technologiques pour se prémunir contre ce risque qui est extrêmement faible, hein. Certes, la probabilité est très très faible, mais par contre, les conséquences sont gigantesques. Voilà. Merci.